Salut, c'est Thomas Rozek. On nous le dit, on nous le répète, ça n'est pas parce que la pandémie de coronavirus semble s'apaiser chez nous que ses conséquences ne vont pas se faire sentir durement et longuement. Outre les conséquences sanitaires pour bon nombre de malades qui traînent de lourdes séquelles, il y a évidemment les conséquences économiques dont on nous abreuve régulièrement. Hausse du chômage, faillites en cascade, dette exponentielle, le tableau est noir. Et si on le dresse ainsi, c'est peut-être en partie pour nous inciter à utiliser avec vigueur la carte qui fait de nous des citoyens capables de changer les choses, non pas la carte d'électeur, mais la carte bancaire. Car n'oubliez pas, nous ne sommes plus de simples consommateurs, mais des consommateurs débordant du pouvoir essentiel de sauver le monde en claquant des thunes. C'est en tout cas une idée amplement matraquée. Nous, on a eu envie de remonter en arrière, de se demander comment la consommation s'est faufilée à travers le temps jusqu'à occuper le rôle, semble-t-il, essentiel qu'elle tient aujourd'hui. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Moi je veux du linge blanc, je veux du linge extra blanc. Je ne veux pas du linge qui boue, je veux qu'il soit blanc par-dessus tout. Ces interrogations, elles ne tombent pas de nulle part. Elles nous sont venues à la lecture d'un livre tout à fait passionnant qui retrace l'histoire de l'émergence de la société de consommation. Il s'appelle La fabrique du consommateur. Il est paru tout récemment aux éditions de la Découverte. C'est Anthony Galuzzo qui le signe. Il est maître de conférences en sciences de gestion à l'université de Saint-Étienne. Je l'ai appelé pour en discuter et je lui ai demandé très benoîtement pour démarrer, c'est quoi au juste un consommateur ? C'est les questions les plus simples qui sont les plus difficiles. Un consommateur, si on se réfère au sens au niveau étymologique, consommer c'est brûler, consommer se consumer. Donc c'est quelqu'un, un consommateur, qui va se saisir d'une production pour la détruire via l'usage ou pas, c'est-à-dire pour l'utiliser. Parfois ça donne lieu à une destruction, comme dans la consommation alimentaire. Parfois, quand on est sur des biens durables, la destruction, elle peut être pensée à très long terme. Et voilà, ça c'est la définition la plus basique qu'on peut donner. Maintenant, à ces définitions basiques sont agglutinées tout un ensemble de significations annexes qui relèvent beaucoup plus de la critique sociale. Du coup, maintenant, quand on parle d'un consommateur, ça charrie tout un ensemble de significations qui dépassent de loin cette définition basique. Si on en revient au tout début, un peu le point de départ de cette histoire de la société marchande que vous retracez dans votre livre, si j'ai bien compris, et vous me corrigerez si j'ai mal compris, le point de bascule, c'est le moment où la société passe en gros d'une société majoritairement rurale, dominée en tout cas par une économie rurale et courte, le fameux circuit court qui est revenu très à la mode maintenant, quasi autarcique, c'est-à-dire qu'on produit ce qu'on consomme ou ce que consomment les gens tout autour de nous, vraiment très proche de nous, à peu à peu une société plus désenclavée et que ça accompagne justement c'est la première marche vers la société marchande. Oui, effectivement, quand on est sur un sujet qui est souvent abordé de manière assez polémique et pamphlétaire, moi j'ai essayé de prendre le contre-pied et de m'intéresser à ça d'une manière vraiment objective au sens matérialiste, c'est-à-dire à partir de quel phénomène économique concret on peut considérer qu'une société de consommation se met en place, par opposition à quoi ? Par opposition justement à une société de production. Et cette transition elle se fait au 19e siècle parce qu'on part effectivement d'une économie rurale insulaire où effectivement l'immense majorité de la population mondiale est rurale et on évolue dans des communautés autarciques qui se basent sur une économie qui est vraiment une économie de polyculture autarcique, c'est-à-dire qu'on va produire un peu de chacun des éléments qui est nécessaire à nos besoins primaires, l'habillement, le chauffage, l'alimentation. Et les marchandises circulent assez peu. Effectivement, on peut considérer qu'il y a société de consommation à partir du moment où on a un désenclavement, c'est-à-dire que le marché, ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire la circulation des marchandises à très haute vitesse ou à vitesse croissante sur de longues distances se met en place. Donc ça, c'est courant du 19e siècle avec la révolution industrielle et tout ce qu'elle charrie au niveau technologique. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui se met en place à cette époque, qui désenclave, qui vient percer en fait ces communautés autonomes, et ces communautés autonomes vont subir un bouleversement économique, c'est-à-dire qu'elles vont plus produire pour elles, mais pour les autres, et ensuite elles vont répondre à leurs besoins primaires, puis des besoins de plus en plus sophistiqués, par l'intermédiaire du marché et par la médiation de l'argent. Cette médiation, justement, le terme est assez juste pour parler d'un autre élément qui, moi, m'a frappé, c'est la manière dont vous décrivez l'apparition des marques, du concept de marque, qui lui aussi, malgré, on va dire, sa grande vivacité aujourd'hui, est très ancien, vu qu'il date
également de la fin du 19e siècle. Et en gros, ces marques vont remplacer là où le commerce était incarné par des individus, jusque-là, les marques vont servir de palliatif à la disparition des individus. Oui, effectivement, j'ai essayé de relier dans ce bouquin l'existence des marques, et essayer d'analyser l'existence des marques par rapport à un phénomène qui se produit au XIXe siècle et qui a toujours qu'aujourd'hui, qui s'appelle le fétichisme de la marchandise, développé par Marx, et qui, à partir du moment où vous êtes dans cette économie insulaire dont j'ai parlé, vous voyez les marchandises être produites. C'est-à-dire ce ne sont pas des marchandises, ce sont des objets, parce qu'elles ne sont pas produites pour la consommation à l'extérieur, mais pour une consommation propre, pour l'autoconsommation. Et donc on est sur un modèle où tout ce que vous consommez, vous l'avez produit vous-même, et si vous ne l'avez pas produit vous-même, vous l'avez vu produire. Par exemple, vous n'avez pas produit vous-même votre pain, mais vous vivez à côté du boulanger, ou vous n'avez pas produit vous-même, par exemple, la viande que vous consommez, mais vous l'avez vu être élevée, tuée. En fait, vous fournissez auprès de vos voisins au sein d'une communauté qui est assez réduite. Donc ça, c'est le modèle dominant tout au long du 19e siècle, qui va s'affaiblir. Et à partir du moment où arrivent les grandes sociétés, notamment les premières grandes sociétés du commerce agroalimentaire, qui vont proposer une alimentation qui vient de loin, qui a été produite très loin, dans l'inconnu, par des inconnus, par des fabriques comme ça anonymes, et qui nous parviennent donc dans leur anonymat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui les a produits, ben ça opère un bouleversement dans les représentations, c'est-à-dire que voilà, j'ai la crainte d'acheter à quelqu'un qui ne m'est pas redevable, que je ne croise pas tous les jours. Il y a un problème de confiance qui se crée, et ce problème de confiance, qui est lié à d'autres facteurs, aussi le fait qu'on a des nouvelles technologies d'empaquetage qui se mettent en branle, comme les bocaux par exemple, sous vide, et ça nous coupe de la marchandise, ce qui fait qu'on n'est pas en capacité de se saisir de la marchandise et de la tâter, de la renifler, etc. Ça aussi, c'est un bouleversement qui se produit à l'époque. Donc on est vraiment coupé de la marchandise, il y a un problème de confiance. Et ce problème de confiance va être résolu par l'invention des marques, c'est-à-dire que la marque, en créant un univers, des codes, un personnage. Les premières marques sont très liées à un personnage. Par exemple, Quaker, une marque très ancienne qui existe toujours aujourd'hui. Vous voyez que c'est la figure d'un Quaker américain qui est une figure un peu bonhomme et rassurante. Le but là, c'est de rassurer justement, de créer de la confiance et de recréer une médiation, comme on le disait, artificiellement recréer de la confiance et de la proximité, recréer de la chaleur et réincarner la marchandise. Cette marchandise, elle est désincarnée, elle est éloignée, elle est étrangère. On la réinsère dans le quotidien en recréant de la proximité, de la chaleur à travers la marque et les publicités. Pour vous régaler, buvez du Nitaï. Pour vous régaler, buvez du Nitaï. Oui, car toujours il est exquis, Nitaï. Oui, car toujours il est exquis, Nitaï. Ce qui accompagne aussi cette bascule d'un monde rural productif et plus ou moins autonome, c'est également la montée en puissance que vous décrivez des villes. C'est-à-dire qu'on passe d'un univers essentiellement rural où le cœur est dans la campagne à un univers de la consommation où la consommation se fait plutôt en ville. Oui, tout à fait. C'est un phénomène qui se déploie. De toute façon, il y a une multitude de phénomènes. C'est pour ça, c'est ce qui est assez désagréable aussi dans les discours autour de la consommation, qui sont des discours plus pamphlétaires, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des raisonnements simplistes articulés autour de schémas de cause à effet très simples, très linéaires. En fait, si on veut aborder un phénomène aussi global et complexe que la consommation, il y a toujours toute une pluralité de facteurs qui vont se conjuguer, s'entraîner les uns les autres. Et l'urbanisation, effectivement, qui est extrême dans la deuxième partie du 19e siècle, avec des villes champignons comme New York par exemple, qui doublent de volume chaque année. C'est une part importante de l'équation, effectivement, et la ville a cette importance par rapport à la création d'une identité de consommation. Elle crée une rupture également, puisque quand on est dans le village, on est le fils du forgeron, forgeron soi-même, forgeron depuis X générations. Souvent, son nom de famille, c'est le nom de famille de l'endroit où la maison familiale se situe. C'est lié, vous voyez, si vous faites de l'histoire des noms de famille, vous voyez, c'est toujours lié à un métier, à une fonction dans une communauté réduite, à des lieux. Et ça explique vraiment l'enracinement des gens dans un tissu social, selon des fonctions propres. On a des identités qui sont assez figées et enracinées. Avec l'urbanisation et la société de consommation, on va être en capacité d'aller en ville, de repartir de zéro, si vous voulez, c'est-à-dire se créer une identité toute pièce, d'où les grands romans du 19e siècle, comme Bel-Ami par exemple, c'est les grands romans sur l'arrivisme, c'est-à-dire j'arrive, je ne suis rien, mais avec la mise en scène de soi, par la consommation, la vêture, les allures, se recréer une exis, comme aurait dit Bourdieu, c'est-à-dire une façon de marcher, de parler, on va se réinventer
une identité, par la consommation notamment. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui est lié à l'anonymat des villes. Et il y a d'autres phénomènes ensuite dont je parle dans le livre, par exemple le fait que quand on est jeune, on peut s'extraire de la communauté et expérimenter davantage en fuyant, en allant dans la ville. Ça va permettre de désinhiber et de désenraciner et de permettre une multitude d'expérimentations sur le marché. La machine à tricoter, RK, tricote pour vous et tricote tout. Et les villes vont bénéficier, elles aussi, de cette refonte de la société, même structurellement. Vous le décrivez notamment avec l'apparition des grands magasins, qui sont un marqueur déterminant du changement d'époque dans lesquels s'inscrivent les villes, justement. Oui, effectivement. Les grands magasins, alors, l'intérêt aussi de faire une histoire de la consommation, c'est de montrer qu'on n'a pas forcément inventé grand-chose depuis le 19e siècle et qu'il y a énormément de concept stores devant lesquels on est tout à fait ébahi aujourd'hui en se disant voilà, c'est incroyable cette façon de gérer la clientèle, de faire circuler la clientèle, etc. En fait, souvent, on se rend compte que ces concept stores, ils réinventent ou ils réapprofondissent des recettes commerciales qui ont été posées pour l'essentiel deuxième moitié du 19e siècle avec les grands magasins. C'est eux qui ont posé vraiment les fondamentaux du commerce moderne. C'est eux qui ont permis l'invention du shopping, c'est-à-dire qu'avant les grands magasins, vous rentrez dans une boutique assez sombre, pas agencée du tout, et il y a une barrière, un comptoir, et vous êtes face à un marchand, et vous dépendez entièrement de lui pour vous fournir la marchandise. Il va choisir ses fournisseurs, il va vous rapporter un objet et pas forcément 5 ou 10, et il va garder ces objets dans des armoires, dans des tiroirs, dans une réserve. Vous n'avez pas accès directement à la marchandise. Et là s'engage un rapport de force autour du prix, la négociation du prix, et vous engagez par là même en fait à acheter. Il y a un engagement tacite. Et en fait, les grands magasins vont désinhiber le rapport à la marchandise. Ils vont faire en sorte que vous puissiez circuler, flâner, badauder comme ça librement autour des marchandises, sans obligation d'achat. Et si vous achetez, vous pouvez être remboursé. Vous pouvez revenir le lendemain et être remboursé. Et tout est mis en scène, tout est fait dans les grands magasins pour faire en sorte que ça soit une expérience. L'expérience, le terme d'expérience, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le commerce actuel, dans la culture du commerce actuel. Vivre une expérience, on y va. Et le fait même de déambuler dans le magasin, c'est un plaisir en soi. Bon ça semble assez moderne et en fait, ça a été vraiment, véritablement, explicitement pensé par les entrepreneurs qui ont monté les grands magasins deuxième moitié du 19e siècle. Pour meubles, une seule adresse, 55, boulevard Barbès. Pour vos meubles, une seule adresse, 55, boulevard Barbès. Cette expérience, elle va façonner aussi les individus et c'est là qu'on assiste à l'émergence de la culture matérielle bourgeoise. C'est-à-dire que le fait de posséder et donc de consommer, d'être en capacité de consommer, va devenir un des badges d'honneur quelque part de la bourgeoisie, ou des signes distinctifs de la bourgeoisie. Oui, effectivement, on est sur une consommation ostentatoire, c'est-à-dire que je vais consommer pour pouvoir me mettre en scène par ma vêture, mes vêtements, mais aussi chez moi en disposant tout un ensemble d'objets qui vont signifier mon bon goût aux yeux de mes hôtes. Et tout ça, c'est vraiment lié à la culture bourgeoise telle qu'on l'a bien analysée, la recherche l'a bien analysée au 19e siècle. Et c'est vraiment contenu dans les sphères de la bourgeoisie, basse, moyenne et haute bourgeoisie, mais il va y avoir un ruissellement, c'est-à-dire que quand on fait l'analyse des intérieurs, la décoration d'intérieur, tout un ensemble de chercheurs l'ont fait, au 19e et au 20e siècle, on se rend compte que dans la première partie du 19e siècle, on est sur des intérieurs très richement décorés dans la haute bourgeoisie, un peu moins dans la basse bourgeoisie, avec des intérieurs plus exigus, et au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale, on se retrouve dans des petits appartements arides, sans aucun décorum, dans les classes les plus populaires. Et en fait, on se rend compte que au fil du 19e siècle et du 20e siècle, on va avoir ce rapport aux objets qui caractérise la bourgeoisie qui va se diffuser dans tout le corps social. Ce fait que c'est très amusant, j'ai encore trouvé aucun chercheur qui travaille là-dessus explicitement, vraiment précisément, mais j'aimerais bien. Quand vous analysez les intérieurs de la génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est-à-dire ceux qui ont environ une quarantaine d'années dans les années 50, 1950, vous remarquez que la façon dont ils garnissent leurs meubles, le décorum, les pendules, les horloges, les tapisseries, etc., les tentures, tout ça, vous le retrouvez dans les intérieurs bourgeois, tous ces codes-là, vous le retrouvez dans les intérieurs bourgeois de la grande bourgeoisie de la fin du 19e siècle. C'est les mêmes codes qui ont circulé à travers les classes sociales. Et voilà, ça c'est quelque chose de caractéristique, d'où le fait qu'on peut considérer que la culture bourgeoise s'est universalisée et diffusée, et en fait maintenant elle est partout, quelles que soient les classes sociales. Allez chez votre coiffeur.
allez chez votre coiffeur. Ce qui est frappant également dans l'étude que vous menez, c'est le parallèle que vous faites entre l'explosion du monde marchand et le développement de l'univers de l'image, du monde de l'image de la marchandise. Le fait qu'on vive de plus en plus dans un univers qui est peuplé d'images et souvent d'images d'objets qu'on doit acheter, consommer. Effectivement, ça c'est un constat qui est arrivé à l'écriture. Ce bouquin, à la base, je l'ai écrit pour faire la synthèse d'une très grande littérature, souvent anglo-saxonne, qui est assez peu discutée en France, sur l'histoire, la socio-histoire de la consommation. Et en faisant cette synthèse, j'ai réussi à trouver des axes thématiques et des grandes leçons, si vous voulez. Et une de ces grandes leçons, c'est qu'on ne peut pas faire l'histoire des marchandises, l'histoire de la circulation des marchandises, sans faire l'histoire des images qui ont transporté symboliquement ces marchandises. Et en fait, on est face à une espèce de colonisation de l'imaginaire par les marchands, qui est indispensable en fait. On ne peut pas faire consommer les gens sans les faire désirer, sans les faire même les éduquer à la marchandise, les faire prendre conscience de l'existence de cette marchandise. Alors on peut les faire rencontrer la marchandise tout simplement dans les grands magasins, mais ça reste quand même très ponctuel. Pour faire habiter la marchandise dans l'imaginaire collectif, il faut la faire circuler symboliquement à travers l'image. Et c'est pas un hasard si justement au 19e siècle on a le développement de la culture de consommation, parce que médiatiquement ça devient possible, parce qu'on a la presse de masse qui émerge deuxième moitié du 19e siècle avec les premiers grands magazines, notamment féminins, qui tirent à plusieurs millions d'exemplaires, d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe de l'Ouest, et en France plus précisément. Donc on est sur une fenêtre 1880 à 1930. Ensuite, et on a tout un ensemble de médias qui se superposent et qui vont relayer et empuissantiser comme ça les marchands. On a bien évidemment le cinéma, la radio, puis la télévision. Et avant ça, on avait la lithographie, la chromolithographie, qui permettait pour une première fois de disperser des millions d'images gratuitement. Donc voilà, vous avez un produit, vous allez le vendre en imprimant des tas de chromolithographies et en les distribuant gratuitement. Voilà, on est héritier de ça, enfin certains d'entre nous qui sont suffisamment âgés sont héritiers de ça, quand à l'école on avait une belle image, un bon point, vous voyez, c'est cette fascination. Ben ça va servir à éduquer les jeunes notamment, en les faisant baigner dans une image, dans des images de grands magasins, des images de produits, de marques de chocolat, etc., pour les éduquer à la marchandise. Et pour faire en sorte qu'ensuite, quand ils vont déambuler dans les espaces marchands urbains, ils seront en capacité de s'orienter facilement. Ce qui pour nous est très naturel. On sait s'orienter facilement. On a l'impression de naître avec toute une culture déjà. On connaît des milliers de marques et d'objets de consommation. Ce travail était à entreprendre au 19e siècle. Et voilà, j'explique dans le bouquin en quoi il était entrepris grâce aux innovations de l'image. C'est un héritage culturel du consommateur, une histoire du consommateur qui se transmet de génération en génération. Oui, effectivement, il y a des effets qui se superposent et qui s'amplifient. À la fin du bouquin, j'explique que, au final, on peut s'arrêter aux années 60 si on veut comprendre les bases, les fondations. Parce que si j'aurais pu continuer encore pendant quelques chapitres et essayer de réfléchir à ce qui se passe dans les 70, 80, 90, etc. Mais quand j'essayais de produire cet effort, je me rendais compte que, en fait, je ne faisais que reproduire un ancien chapitre pour le mettre à jour. Donc j'ai condensé toutes ces mises à jour dans un chapitre final en expliquant que l'essentiel de ce qui compose et ce qui structure la société de consommation, c'est vraiment, ça se met vraiment en place entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et depuis, on a une amplification. Par exemple, si on veut parler de l'infrastructure, avec le fait qu'on a au 19e siècle la mise en place de la circulation rapide d'une masse croissante de marchandises, on est sur une exponentielle. Depuis 20 ans, on a un niveau avec la conteneurisation, c'est-à-dire la circulation mondiale par voie maritime de conteneurs, on a une explosion des tonnes, du tonnage, des tonnes de marchandises qui circulent à l'échelle mondiale. Et on a toujours des innovations technologiques qui permettent d'accroître et de baisser les coûts et d'accroître cette circulation. Mais quand on analyse un peu toutes ces logiques, en fait, on se rend compte que c'est de l'amplification, plus qu'une réelle réinvention. Un renforcement qui n'a eu de cesse de s'intensifier et de se politiser aussi, même si, et on le voit dans le livre d'Anthony Galuzzo, les organisations de consommateurs étaient en fait porteuses d'un engagement très fort au début du XXe siècle et capables de fédérer sur des thèmes très larges, comme quoi cette idée de consommateur, ça aussi, c'est pas si nouveau. Merci à Anthony Galuzzo pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de manger 5 fruits et légumes par jour. Et à demain pour un nouvel épisode.